Guy de Maupassant, Conte de la Bécasse, collection Librio, littérature classique. La folle, à Robert de Bonnières. Tenez, dit monsieur Mathieu Dandolin, les Bécasses me rappellent une bien sinistre anecdote de la guerre. Vous connaissez ma propriété dans le faubourg de Cormeilles? Je l'habitais au moment de l'arrivée des Prussiens. J'avais alors pour voisine une espèce de folle, dont l'esprit s'était égaré sous les coups du malheur. Jadis, à l'âge de 25 ans, elle avait perdu en un seul mois son père, son mari et son enfant nouveau-né. Quand la mort est entrée une fois dans une maison, elle y revient presque toujours immédiatement, comme si elle connaissait la porte. La pauvre jeune femme, foudroyée par le chagrin, prit le lit, délira pendant 6 semaines. Puis, une sorte de lassitude calme succédant à cette crise violente, elle resta sans mouvement, mangeant à peine, remuant seulement les yeux. Chaque fois qu'on voulait la faire lever, elle criait comme si on l'eût tuée. On la laissa donc toujours couchée, ne la tirant de ses draps que pour les soins de sa toilette et pour retourner ses matelas. Une vieille bonne restait près d'elle, la faisait boire de temps en temps, ou mâcher un peu de viande froide. Que se passe-t-il dans cette âme désespérée? On ne le sut jamais, car elle ne parla plus. Songeait-elle aux morts? Rêvassait-elle tristement sans souvenir précis? Ou bien sa pensée anéantie restait-elle immobile comme de l'eau sans courant? Pendant 15 années, elle demeura ainsi fermée et inerte. La guerre vint, et dans les premiers jours de décembre, les Prussiens pénétrèrent à Cormeilles. Je me rappelle cela comme d'hier. Il gelait à fendre les pierres, et j'étais étendue moi-même dans un fauteuil immobilisé par la goutte quand j'entendis le battement lourd et rythmique de leurs pas. De ma fenêtre, je les vis passer. Ils défilaient interminablement tous pareils, avec ce mouvement de pantin qui leur est particulier. Puis les chefs distribuèrent leurs hommes aux habitants. J'en eus 17. La voisine, la folle, en avait 12, dont un commandant, vrai soudard, violent, bourru. Pendant les premiers jours, tout se passa normalement. On avait dit à l'officier d'à côté que la dame était malade et il ne s'en inquiéta guère. Mais bientôt, cette femme, qu'on ne voyait jamais, l'irrita. Il s'informa de la maladie. On répondit que son hôte était couché depuis 15 ans par suite d'un violent chagrin. Il n'en crut rien, sans doute, et s'imagina que la pauvre insensée ne quittait pas son lit par fierté pour ne pas voir les Prussiens et ne leur point parler et ne les point frôler. Il exigea qu'elle le reçût, on le fit entrer dans la chambre. Il demanda d'un ton brusque: « Je vous prierai, madame, de vous lever et de descendre pour qu'on foufoie. » Elle tourna vers lui, ses yeux vagues, ses yeux vides, et ne répondit pas. Il reprit: « Chienne ne tolérerait pas d'insolence. Si vous ne vous levez pas de bonne volonté, je trouverai bien un moyen de vous faire promener toute seule. » Elle ne fit pas un geste, toujours immobile, comme si elle ne l'eût pas vu. Il rangeait, prenant ce silence calme pour un manque de mépris suprême, et il ajouta: « Si vous n'êtes pas descendu demain. » Puis il sortit. Le lendemain, la vieille bonne, éperdue, la voulut habiller. Mais la folle se mit à hurler en se débattant. L'officier monta bien vite et la servante se jeta à ses genoux et cria: « Elle ne veut pas, monsieur, elle ne veut pas, pardonnez-lui, elle est si malheureuse !» Le soldat restait embarrassé, n'osant, malgré sa colère, la faire tirer du lit par ses hommes. Mais soudain, il se mit à rire et donna des ordres en allemand. Et bientôt, on vit sortir un détachement qui soutenait un matelas comme aux portes, un blessé de ce lit qu'on n'avait point d'effet. La folle, toujours silencieuse, restait tranquille, indifférente aux événements tant qu'on la laissait coucher. Un homme, par derrière, portait un paquet de vêtements féminins. Et l'officier prononça, en se frottant les mains: « Nous ferons bien si vous pouvez pas vous habiller toute seule et faire une bêtise peut-être. » Puis on vit s'éloigner le cortège dans la direction de la forêt d'Imoville. 2 heures plus tard, les soldats revinrent tout seuls. On ne revit plus la folle. Qu'en avait-il fait? On l'avait-il porté? On ne le sut jamais. La neige tombait maintenant jour et nuit, ensevelissant la plaine et les bois sous un linceul de mousse glacée. Les loups venaient hurler jusqu'à nos portes. La pensée de cette femme perdue me hantait, et je fis plusieurs démarches après l'autorité prussienne afin d'obtenir des renseignements. Je faillis être fusillé. Le printemps revint,
L'armée d'occupation s'éloigna, la maison de ma voisine restait fermée, l'herbe drue poussait dans les allées. La vieille bonne était morte pendant l'hiver, personne ne s'occupait plus de cette aventure, moi seul y songeais sans cesse. Qu'avait-il fait de cette femme? S'était-elle enfuie à travers les bois? L'avait-on recueillie quelque part et gardée dans un hôpital sans pouvoir obtenir d'elle aucun renseignement? Rien ne venait alléger mes doutes, mais peu à peu le temps apaisa le souci de mon cœur. Or, à l'automne suivant, les bécasses passèrent en masse. Et comme ma goutte me laissait un peu de répit, je me traînais jusqu'à la forêt. J'avais déjà tué 4 ou 5 oiseaux à long bec quand j'eus abattu un qui disparut dans un fossé plein de branches. Je fus obligé d'y descendre pour y ramasser ma bête. Je la trouvais tombée auprès d'une tête de mort. Et brusquement, le souvenir de la folle m'arriva dans la poitrine comme un coup de poing. Bien d'autres avaient expiré dans ce bois peut-être en ces années sinistres, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais sûre, vous dis-je, que je rencontrais la tête de cette misérable maniaque. Et soudain, je compris, je devinais tout. Il l'avait abandonnée sur ce matelas dans la forêt froide et déserte, et fidèle à son idée fixe, elle s'était laissée mourir sous l'épais léger duvet des neiges et sans remuer le bras ou la jambe. Puis les loups l'avaient dévorée, et les oiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit et déchiré. J'ai gardé ce triste ossement, et je fais des vœux pour que nos fils ne voient plus jamais la guerre.